Donc, je suis vraiment particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui, qui constituait cette communauté de 764 labellisés, si j'ai bien compris, avec les nouveaux de cette année, après ces 10 ans de cette magnifique démarche. Donc, ravie d'être parmi vous pour célébrer vos réussites sur la gestion éco-responsable des jardins, des espaces urbains. Et bien sûr, au-delà de cela, de pouvoir célébrer ces réussites sur des progrès réalisés par l'ensemble des collectivités et des acteurs des jardins et espaces verts en général sur la voie tout simplement de la transition écologique. Alors on peut vraiment se réjouir, je pense, aujourd'hui de voir à travers tout ce qui a été présenté et donc réalisé qu'on ne gère plus les espaces végétalisés aujourd'hui comme hier, et que la volonté ou l'obligation pour certains d'utiliser très peu ou pas du tout des pesticides a profondément bouleversé les méthodes de gestion et le choix des végétaux cultivés. C'est vrai qu'on est passé d'une période où on ne tolérait aucune mauvaise herbe. On voulait effectivement des jardins extrêmement maîtrisés, soignés au sens de l'esthétique qu'on l'avait jusqu'à présent. Et on voit qu'aujourd'hui, on accepte certaines herbes spontanées, en particulier lorsqu'on les connaît et qu'on sait faire la différence avec ce qui présente un intérêt pour l'écologie et ce qui peut présenter un danger. Donc c'est plus globalement cet intérêt pour le vivant, la faune et la flore, qui relève tout simplement d'une aspiration à vivre autrement. On passe de l'ère de la nature ennemie qu'il faut dominer, que l'homme doit maîtriser, à une nature qui est un allié et qu'on doit respecter, sur laquelle on doit s'appuyer pour, au contraire, avoir une meilleure santé et une vie beaucoup plus agréable. Au-delà de tout ça, les jardins, les parcs, les espaces verts ont vocation à devenir des vrais réservoirs de biodiversité, ça a été largement montré, au cœur des zones urbanisées. Ainsi, les lieux que vous gérez participent à la régénération de la biodiversité, mais aussi à la réacculturation de nos concitoyens à la richesse de la nature. Et Dieu sait qu'on a un long chemin à parcourir pour arriver à cet objectif. Alors, plus encore, ces jardins réservoirs de biodiversité en marche vers la transition écologique sont des outils pour aider les collectivités dans leur démarche de renaturation des villes, de désimperméabilisation, de gestion durable de l'eau et de lutte contre le changement climatique. Et donc, cette démarche éco-jardin, elle fait également écho à toutes les initiatives et politiques du gouvernement qui sont dans les tuyaux en ce moment. Je pense notamment, tout simplement, mais j'aurai l'occasion d'en reparler aussi un petit peu plus tard, de lancement du fonds d'accélération de la transition écologique qui doit permettre aux collectivités d'être accompagnées dans leur démarche de renaturation, de désimperméabilisation, encore une fois, dans un contexte aussi où la sécheresse de l'été dernier nous a cruellement rappelé les problématiques de l'eau dans un pays où on a cru pendant longtemps qu'on ne manquerait jamais d'eau, en tout cas dans certains endroits. La Bretagne, la Normandie ont découvert qu'eux aussi allaient manquer cruellement d'eau. Donc toute cette démarche éco-jardin, elle s'inscrit plus largement dans cette volonté du gouvernement d'accompagner les collectivités, tous les acteurs de façon très accélérée dans cette transition écologique. Alors, des collectivités pionnières montrent l'exemple depuis de nombreuses années et n'ont pas attendu l'État, le gouvernement, les réglementations pour faire ce qu'il fallait faire et pour mettre en place une gestion écologique sans pesticides de leurs espaces, en s'appuyant sur les dynamiques naturelles. Face à la régression de la biodiversité, des personnes comme vous, finalement, montrent l'exemple qu'une autre voie est possible et montrent que non seulement elle est possible, mais qu'elle donne des résultats plus qu'encourageants. Alors, effectivement, on est dans un contexte où les chiffres qui concernent la biodiversité sont extrêmement préoccupants. Je ne vais pas les reciter là, puisque je pense que dans la presse, on les a abondamment chaque jour. Alors, une biodiversité qui est en déclin dans le monde, mais aussi sur le territoire français. Face à cela, donc, le gouvernement a lancé en 2018 un plan biodiversité, en 2019 un nouveau plan éco-phyto, 2+, et en novembre 2021, donc, un nouveau plan qui se charge d'essayer de restaurer les populations de pollinisateurs
plan qui donc a l'avantage d'être conduit conjointement entre le ministère de l'écologie et de l'agriculture, ce qui n'était pas gagné au départ, et qui donc va s'intéresser aux pollinisateurs sauvages et domestiques. Alors, toutefois, 4 ans après ces nouveaux plans, bientôt 14 ans après le lancement du premier plan éco-phyto, les résultats d'utilisation des pesticides chimiques, hors bien sûr produits de biocontrôle, sont assez modestes, puisque même si la tendance est à la baisse, nous ne sommes aujourd'hui qu'à à peu près moins 9% sur la période 2018-2020, donc par rapport à 2009-2011 de consommation des phytos. Donc, on peut quand même se réjouir, par contre, d'une augmentation assez importante des produits de biocontrôle. Par contre, effectivement, si les agriculteurs français n'ont pas encore réussi à sortir de leur dépendance aux produits phytopharmaceutiques, c'est tout le contraire pour les collectivités, les gestionnaires de parcs, les jardins et espaces verts. Ainsi, et c'est très impressionnant et je tiens à le rappeler, les usages non agricoles ont diminué, eux, de plus de 95% depuis le début du plan éco-phyto en 2009. C'est la plus belle réussite de ce plan et on peut également être fier de cette action au niveau européen, puisque la France est quand même exemplaire via cette fameuse loi Labbé dans ce domaine. Donc, à la fois, effectivement, on reste extrêmement interrogatif sur la transition vers zéro phyto ou moins de phyto dans le domaine agricole, autant on peut vraiment se féliciter et vous féliciter de ces résultats remarquables concernant les usages non agricoles. Alors, la loi Labbé a effectivement d'abord contraint les communes à partir du 1er janvier 2017 à se passer de pesticides chimiques dans leurs espaces verts, leurs promenades, leurs voiries. Ensuite, donc, on a eu un arrêté le 15 janvier 2021 qui a élargi le périmètre de loi Labbé en interdisant, depuis juillet 2022, donc c'est vraiment très récent, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dangereux dans d'autres lieux ouverts ou accessibles au public, comme les sites gérés par les collectivités, les cimetières, les terrains de sport, les écoles ou par l'État, comme les aéroports, les copropriétés. Les lieux privés à usage collectif, comme les hébergements touristiques, les parcs, les campings, les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, toutes ces nouvelles dispositions, ce sera donc une nouvelle étape, entreront en vigueur également pour les pelouses sportives de haut niveau à partir du 1er janvier 2025. Ce sera réalisable grâce également à un travail collaboratif extrêmement fructueux avec les acteurs du monde du sport. À chaque fois, les acteurs ont su agir en responsabilité pour trouver des solutions alternatives. Encore une fois, on peut s'en réjouir et on peut en être fier collectivement. Par ailleurs, et je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, l'année 2021 a vu la publication le 20 novembre du plan national en faveur des insectes pollinisateurs 2021-2026. Pollinisateurs qui ont un lien évidemment extrêmement particulier avec les végétaux et donc les jardins. Ce plan a pour but de mieux intégrer les enjeux liés aux pollinisateurs, en particulier lors de l'aménagement et de la gestion des espaces non agricoles, pour favoriser les insectes pollinisateurs. Alors, et là on s'en réjouit également, je souligne que le label Éco-Jardin prend en compte l'enjeu pollinisateur avec un critère, le critère numéro 4, qui est destiné à valoriser toutes les mesures mises en place par le gestionnaire en faveur de la biodiversité et de la préservation de la faune et de la flore, comme les prairies fleuries, les mares, les gîtes à insectes. Je vous invite et je vous encourage très vivement, bien sûr, à poursuivre vos efforts sur ces sujets, contribuer ainsi à la réussite de ce plan. Les pollinisateurs, c'est quand même 35% de l'alimentation. L'offre alimentaire, la diminution de l'offre alimentaire et sa pauvreté en diversité est un des facteurs parmi d'autres du déclin de ces pollinisateurs. Donc, en ce sens, donc, le label Éco-Jardin apporte un certain nombre de solutions à ce déclin, bien sûr sans tous les résoudre, sans compter bien sûr l'arrêt des pesticides qui est un enjeu déterminant pour les pollinisateurs. Le label Éco-Jardin, qui s'inscrit également dans le cadre du plan biodiversité à côté du dispositif Territoire engagé pour la nature, vise aussi à promouvoir à l'échelle du territoire des actions exemplaires en faveur de la biodiversité. Et comme je le disais, il fait écho aux problématiques de gestion quantitative et qualitative de l'eau, en plus des enjeux de biodiversité. On est vraiment sur un sujet extrêmement intégrateur des enjeux de transition agroécologique.
Alors, c'est l'exemple des collectivités pionnières qui a permis l'émergence de la loi, dite la fameuse loi Labbé, qui interdit depuis le 1er janvier 2017 aux collectivités et aux autres personnes publiques de recourir aux pesticides les plus dangereux sur une grande part de leur surface. Depuis alors plus de 10 ans maintenant, le label Éco-Jardin accompagne les collectivités et les autres gestionnaires d'espaces en ville pour les distinguer et promouvoir leur gestion écologique exemplaire. Aujourd'hui, les collectivités, rejointes par d'autres acteurs et désormais par les services de l'État. Alors, je me réjouis que les jardins de Matignon soient labellisés. J'espère que le jardin du ministère de l'Écologie à Roquelaure sera le prochain. Je l'espère, voilà. J'aurais aimé que ce soit le premier, mais bon. À l'image de la labellisation des jardins de l'hôtel de Matignon et de la Première ministre présentée ce matin, qui démontre que l'on peut aller encore plus loin avec l'aide du label Éco-Jardin, non seulement vers le zéro pesticide, mais aussi vers une gestion écologique globale favorable à la biodiversité et à l'eau. Cet exemple venu d'en haut va inciter, je l'espère, et nous l'espérons tous, de nombreux gestionnaires de l'État à franchir le pas vers la gestion écologique de leurs espaces végétalisés et vers le label Éco-Jardin. Pour les aider, le projet Plan Éco-Jardin, qui a été présenté également ce matin, va permettre d'accompagner l'ensemble des gestionnaires d'espaces verts de l'État et de ses établissements publics sur cette voie de la transition écologique. Et le cas échéant, pour ceux qui le peuvent, d'être distingués par le label Éco-Jardin pour leur gestion exemplaire, comme le jardin de l'hôtel de Matignon, qui a été présenté tout à l'heure, et je l'espère, donc Roquelaure, et peut-être dans la foulée, le jardin de Varennes du ministère de l'Agriculture. Voilà, ce serait une bonne dynamique. Alors pour finir, je tiens vraiment à remercier l'Agence régionale de biodiversité d'Île-de-France, qui intervient comme pôle opérationnel du label Éco-Jardin depuis son lancement en 2012, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'efficacité. Je la remercie très chaleureusement pour cela. Et bien sûr, je n'oublie pas l'association Plantes et Cités, notre partenaire fidèle du plan Éco-Phyto et à l'origine du label Éco-Jardin, ainsi que tous les pionniers de la gestion écologique qui se sont investis dans la démarche de ce label ou dans celle du label Terre Saine, commune sans pesticides, depuis maintenant plus de 11 ans. Je tiens à prolonger mes remerciements en rappelant la nécessité de valoriser, de partager vos démarches volontaires et exemplaires auprès des acteurs hésitants et des agriculteurs. On sait très bien que c'est vraiment la valeur de l'exemple et le partage d'expériences qui sont la meilleure façon de faire avancer les démarches. Montrer qu'on a testé quelque chose, que ça marche. J'ai ce petit exemple qu'on a eu tout à l'heure sur cette gestion qui s'appuie à Matignon sur donc la diversité végétale pour régler le problème des feuilles est un exemple très parlant qui, voilà, de comment est-ce que en s'appuyant sur la nature, on peut résoudre tout un tas de problèmes. Ça m'a fait penser que ce dispositif tout simple mais judicieux nous permet peut-être d'éviter les affreuses machines souffleuses de feuilles, consommatrices d'énergie, génératrices de bruit. Voilà, donc voilà un exemple de démarche qui mérite d'être partagée avec un retour d'expérience très positif. Vos exemples de pratiques écologiques durables et du zéro pesticide sont des outils formidables de communication au service de l'intérêt général, de la préservation de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité et de la santé également. Je vous adresse donc au nom du ministre de la Direction de l'eau et de la biodiversité nos félicitations et nos remerciements les plus sincères.